Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder ce webinaire sur la présentation du guide des sentiers. Donc on va vous présenter ce guide, mais avant ça, on va vous présenter le KIF, donc qui est un collectif et une alliance de 10 structures d'accompagnement des innovations sociales sur différentes régions en France, qui se positionne à la croisée des écosystèmes entre économie sociale et solidaire, public, privé, avec des missions de défricher des filières audacieuses. On parle de filières audacieuses quand on est sur des sujets universels en France, mais également d'épauler des innovations sociales grâce à des ingénieries d'accompagnement sur différents secteurs thématiques au niveau national, mais également sur les territoires, et de faire système pour avoir une couverture nationale et pouvoir porter à un niveau national des accompagnements quand c'est nécessaire et d'allier ce côté proximité avec les innovations sociales. Depuis 2024, le KIF explore des sujets, des enjeux, des innovations sociales et de l'essaimage et de l'implantation, en particulier sur les territoires ruraux, à travers un programme qui s'appelle Les Sentiers. C'est un programme avec différentes dimensions. On a en même temps de l'accompagnement et de l'ingénierie d'accompagnement à des structures d'innovation sociale qui proposent déjà des réponses sur des territoires urbains et ruraux et qui souhaitent essaimer et s'implanter sur des territoires ruraux. Donc, il y a un accompagnement à l'implantation, mais c'est également un programme qui a pour objectif de diffuser et capitaliser des bonnes pratiques sur l'essaimage et l'implantation, que ce soit au niveau, pardon, au niveau de enfin, de l'implantation ou de l'essaimage. Peut-être avant d'aller plus dans le détail, on va se présenter parce qu'il y a une équipe de 4 personnes qui coordonnent ce projet. Donc vous nous voyez, puis vous nous voyez sur les diapos. Donc il y a Lucas de Ronalpia, donc qui est structure d'accompagnement d'utilité sociale et qui est sur Auvergne-Rhône-Alpes. Sandy de l'adresse sur la Normandie, Laurence d'Intermède sur la région sud et moi, donc Émilie Pétavin, d'Atis sur la Nouvelle-Aquitaine. Peut-être on va faire d'abord un premier point sur le sommaire de ce webinaire, ce que vous allez voir. Donc, on va faire une première partie sur tout ce qui est contexte et objectif de la capitalisation des sentiers. Donc, pourquoi c'est important de creuser cet enjeu d'accompagnement à l'implantation. Deuxième partie, ça va être sur tout ce qui est méthodologie de capitalisation. Donc, comment on a travaillé, comment on s'est outillé, comment on a récupéré de la donnée pour capitaliser sur l'essaimage et l'implantation. On vous partagera des apprentissages et enseignements du guide des sentiers sur certaines parties. Donc, on vous présentera une partie et des éléments qu'il y a comme apprentissage et enseignement dans le guide. On fera un tour des programmes et ressources existantes pour aussi que vous ayez des ressources sur les accompagnements existants à l'implantation, que ce soit accompagnement ou financement. Puis, on se projettera sur 2026 pour vous expliquer l'évolution du guide des sentiers, voilà, la suite de la capitalisation, ce qui a été réalisé en 2025 et ce qui va être complété l'année prochaine. Et puis, voilà, on anticipera collectivement la détection de projets sur le programme des sentiers 2026. Donc, sur la première partie, tout ce qui est contexte et objectif de la capitalisation, le point de départ, c'était de s'interroger sur nos pratiques d'accompagnement. On a l'habitude d'accompagner à la création, la structuration des innovations sociales, donc souvent elles sont bien appréhendées. On a la méthodologie adaptée, on a des écosystèmes qui nous permettent d'accompagner. Mais avec l'essaimage et l'implantation, on touche à une phase différente donc de développement. Donc où la maturité, on a à une autre étape du développement de la structure et à une autre stade de maturité. Donc c'était intéressant et on voyait qu'il y avait un besoin d'avoir des bonnes pratiques et de savoir comment bien accompagner sur cette étape particulièrement. Euh, on voulait vous faire un petit distinguo et puis rappeler le côté définition entre essaimage par rapport à implantation, parce que des fois, c'est pas forcément clair
ce que c'est et la différence. Donc, l'essaimage, on a le côté selon la vise, la définition qu'ils en donnent. Il y a ce côté l'implantation territoriale, elle s'inscrit dans le changement d'échelle d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, parmi les stratégies de changement d'échelle, il existe l'essaimage, on peut l'appeler également duplication, donc qui consiste à reproduire le modèle d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire sur un ou plusieurs nouveaux territoires. Donc, c'est vraiment ce côté de processus où on arrive sur le territoire. L'implantation territoriale correspond vraiment à l'étape d'arrivée d'une structure sur un nouveau territoire. Elle est dans un processus global d'essaimage. Donc, l'implantation, c'est vraiment cette étape-là d'arriver sur le territoire. Euh, Peut-être pour vous partager d'où on vous parle également, donc notre expertise, que ce soit chacun, voilà, les quatre structures qui sont présentes aujourd'hui, puis on va vous présenter comme ça les actions, euh, d'où on vous parle, et puis aussi notre expérience. Donc, Ronalpia, donc Lucas qui est là, donc participe et coordonne un programme d'accompagnement à l'implantation qui existe à Ronalpia depuis 9 ans avec 120 projets accompagnés sur 7 territoires. L'adresse qui a mis en place un programme d'accompagnement dédié donc afin d'accompagner les structures de l'ESS souhaitant s'implanter sur la Normandie. Donc il y a une vingtaine de projets qui en a bénéficié avec un suivi individuel et qui permet d'accompagner à l'implantation locale et accompagner également à la rencontre des acteurs et des partenaires locaux. Atis, donc on a l'expérience de carrefour d'implantation d'innovation sociale où là on va être sur l'essaimage et l'implantation, mais vraiment pour accompagner des communes vraiment sur des communes voisines, donc vraiment de l'implantation et de l'essaimage très proches en termes de distance et qui s'est réalisé sur la métropole de Bordeaux. Et intermède, donc qui a une intégration des projets en implantation dans le cadre d'un partenariat avec la France s'engage dans les programmes d'accompagnement, d'intermède des programmes d'accompagnement déjà existants, avec également un programme et de l'accompagnement individuel. Et collectivement, ensemble, donc dans ce côté partenariat et collectif du KIF, il y a ce côté d'accompagnement également à l'implantation, puisqu'on a un partenariat pour accompagner à l'implantation les lauréats de la Fondation La France s'engage, qui est une fondation qui accompagne et qui finance des structures de l'économie sociale et solidaire qui souhaitent justement essaimer et se développer sur d'autres régions. Donc, pour vous dire donc ce côté voilà expertise collective. Et là, cette capitalisation en fait, elle se retrouve, elle se matérialise dans un premier temps par ce guide, donc le guide des sentiers. Donc c'est vraiment l'ambition, c'est d'avoir un outil technique au service des accompagnateurs et accompagnatrices. Donc c'est pour des structures et des personnes qui accompagnent, qui mettent en place des programmes d'accompagnement qui sont au sein des incubateurs par exemple sur les différentes régions, mais ça peut être aussi pris en main par d'autres acteurs de l'écosystème. Plus concrètement, et avant de rentrer et de vous présenter des bonnes pratiques que l'on a mis au niveau du guide, juste pour vous dire, c'est un guide qui vous permet de repérer des bonnes pratiques existantes et des points d'attention lors de vos accompagnements à l'essaimage et à l'implantation. Euh, et pour vous dire aussi que ce guide est sur l'ensemble de l'essaimage et de l'implantation et pas forcément que sur l'implantation sur des territoires ruraux. On en parle, il y a des exemples, mais c'est pas que sur cette thématique-là. Et pour vous dire enfin que ce guide, il est aussi bien adapté à des personnes qui débutent ou en tout cas voilà, qui n'ont pas encore mis de programme d'accompagnement à l'implantation. Parce que par exemple, il peut répondre sur les premières étapes avec des solutions sur les actions de détection, les étapes de détection des structures, ainsi que des éléments par exemple pour identifier ou lancer son programme d'implantation, mais il est aussi adapté sur des structures qui sont plus expérimentées pour améliorer, par exemple, des éléments, des étapes dans son ingénierie ou améliorer, par exemple, les partenariats parce qu'il y a déjà un programme d'implantation, mais ça lui permet voilà, de voir des exemples intéressants sur les partenariats. Et on passe sur la deuxième partie. Donc, Lucas, je te passe la parole sur tout ce qui est méthodologie de capitalisation.
Merci Émilie. Effectivement, on va reprendre comment en fait on a travaillé pour capitaliser sur ces bonnes pratiques. Cette méthodologie, elle nous a permis vraiment de structurer ce qui est à retrouver ensuite dans le guide. Donc en fait, ça s'est passé via une série d'entretiens qui ont été faits au printemps 2024 par l'ensemble des membres de l'équipe de coordination. Donc, on a vraiment ciblé des acteurs spécialisés sur les enjeux de l'accompagnement à l'essaimage, avec vraiment le soin d'y représenter une diversité d'acteurs et une diversité de méthodes et d'implication à différents stades de l'accompagnement. Donc, on a aussi bien des accompagnateurs des innovations sociales comme des incubateurs qui sont membres du KIF ou pas forcément, que ce soit Adresse, Atis, Entropia, Rhône-Alpien Intermed ou Marseille Solutions, par exemple, et qui ont en fait déjà des pratiques d'accompagnement à l'implantation territoriale, comme on vient de le voir avec Émilie. On est aussi allé interroger des réseaux et des fédérations comme Bouge ton coq, Habitage, le réseau des recycleries d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'accompagnement correspond en fait davantage à une formation métier. Dans la stratégie d'essaimage et d'implantation, ils vont vraiment avoir ce focus technique sur c'est quoi le métier qu'on a envie de développer sur le territoire. Et on est aussi allé rencontrer des acteurs spécialisés dans le financement de l'essaimage et dans son accompagnement stratégique plus global, donc comme Scale Changer, la Vise ou la Fondation La France s'engage dont on parlait. Donc sur quoi on les a interrogés? Déjà, on a commencé à les interroger sur c'est quoi la différence entre implantation et essaimage, puisque ça nous intéressait de les entendre là-dessus, mais aussi de voir comment ils cadraient leurs accompagnements et quelle était leur vision de cet accompagnement. Donc c'est notamment par la question de la différence entre essaimage et implantation qu'on a pu creuser ensuite des enjeux spécifiques à chaque structure, ce qui nous a permis ensuite d'aller creuser avec eux les conditions favorables à identifier sur un territoire. Quand on accompagne à l'implantation, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans les filières, dans les besoins du territoire pour rendre ces critères le plus favorables à une arrivée d'un nouveau projet. On a aussi discuté avec eux de leurs critères de détection et de sélection des projets. Donc, en fait, on a toutes et tous des méthodologies ou des ingénieries de détection et de sélection. Donc, qu'est-ce qui marche dans la détection, qu'est-ce qui marche dans la sélection, sur lesquels on peut s'appuyer, ou éventuellement ce qui marche moins bien et qui est quand même à notifier. Et on les a évidemment interrogés sur leurs pratiques d'accompagnement et tous les écueils qui peuvent être évités et qu'ils ont évidemment rencontrés dans leur expérience. Et c'est ces points critiques qui vont venir structurer la rédaction du guide et dans laquelle on vous propose de rentrer directement. Ce webinaire, il sert aussi à servir de fiche et de trame de lecture au guide. Donc, comment il est organisé? On a une partie technique à l'intérieur de ce guide qui est organisé en trois grandes parties chronologiques en fait. Le premier, c'est préparer le territoire et mobiliser l'écosystème. La deuxième partie, c'est détecter et sélectionner les projets. Et la troisième, c'est accompagner à l'implantation territoriale. Et en fait, pour chaque point critique, donc c'est-à-dire des points qu'on a vu ressortir des entretiens ou qu'on a voulu faire ressortir des entretiens, chaque point critique est abordé sous l'angle de la mise en valeur de bonnes pratiques. Donc, c'est quoi la bonne pratique qui ressort de ce point critique? Quels sont les points d'attention, les points de vigilance ou les écueils à éviter par rapport à ce point-là? Et ensuite, on a essayé de venir illustrer ces points critiques par un exemple concret, inspirant, soit tiré de la série d'entretiens qu'on a fait, soit d'un travail de veille de veille au sein de l'écosystème pour mettre en valeur aussi les choses qui fonctionnent bien. Donc, si on rentre dans le détail, on va s'arrêter sur des grandes parties de ce guide et notamment de manière chronologique dans chaque grande étape. Euh, la première brique, elle permet de s'intéresser aux besoins spécifiques du territoire afin de
qualifier son implantabilité, si on peut dire comme ça, ou en tout cas les éléments, les filières qui vont rendre favorable l'arrivée de nouveaux projets. Donc, on est vraiment dans cette approche écosystème, de l'écosystème fertile. Donc, par exemple, depuis plusieurs années, dans le cadre du programme d'accompagnement à l'implantation de Ronalpia, on s'appuie sur un partenariat tripartite qui nous paraissait intéressant de partager et qui va matérialiser une forme de gouvernance locale. Euh, donc, en gros, le territoire d'action de l'implantation, c'est la métropole de Lyon. Donc, à cette échelle, c'est la collectivité qui va rester la plus à même d'identifier les critères de qualification, euh, puisque c'est à ces critères de qualification que vont être adossés des politiques publiques et des enjeux prioritaires et aussi des financements. Mais au-delà d'être le principal financeur du programme d'implantation, la métropole de Lyon, elle va jouer ce rôle de préqualification, de sélection et d'identification des écosystèmes qui vont être propices à l'intégration des nouveaux acteurs. Donc en gros, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette sur le territoire. C'est comme ça qu'elle va flécher des filières, des besoins sur lesquels les entreprises sociales de l'extérieur vont pouvoir venir se positionner et de manière plus opérationnelle pour illustrer comment ce partenariat fonctionne. Donc, le programme, il est piloté par Ronalpia avec toute la démarche d'ingénierie et on peut aussi compter sur l'appui renforcé d'Onlilion Invest, qui est l'agence d'attractivité du territoire et qui agit aussi sur un périmètre géographique qui est différent de celui de Ronalpia et différent de celui de la métropole de Lyon, qui est plus large que celui de la métropole de Lyon, ce qui est intéressant pour aller aussi chercher de l'implantation infra-régionale, parce que l'essaimage, ça ne veut pas dire forcément aller très très loin, on peut s'implanter de manière très, très localisée. Donc ce fonctionnement à trois, Métropole de Lyon, Ronalpia, Only Lyon Invest, il nécessite une clarification des rôles et des périmètres, et c'est comme ça qu'on a pu travailler sur le déploiement d'outils de suivi. Donc, ça peut être aussi bien de la revue de projet, de la revue de filière, de la détection commune sur des salons ou des événements, en allant jusqu'à du co-accompagnement. Il y a des projets qu'on co-accompagne avec On Million Invest, notamment sur la filière alimentation, qui est une de leurs filières prioritaires. Et les entreprises sociales qui sont accompagnées peuvent venir bénéficier d'un appui spécifique d'Onlilion Invest sur des enjeux particuliers comme le recrutement local, dont l'agence d'attractivité a une vraie expertise là-dessus, ou de la structuration juridique que nous, on a un petit peu moins chez Ronalpia, mais que Onlilion Invest développe assez facilement. Donc en fait, ça rejoint une tendance qu'on observe de plus en plus, c'est le développement d'un double accompagnement, voire d'un multi-accompagnement, qui peut être très intéressant, mais qui va en fait nécessiter une coordination un peu plus affinée et qui va ensuite permettre de répondre à d'autres points critiques qu'on a identifiés dans le guide, notamment sur la capacité de l'accompagnement à s'appuyer sur de l'expertise sectorielle. Donc en fait, une partie de l'accompagnement va être orientée vers le territoire, son diagnostic, son écosystème, et une autre partie de l'accompagnement plutôt axée sur les compétences techniques de l'entreprise sociale, un accompagnement plus métier, comme on l'a abordé juste à l'instant. Donc en fait, dans ce cadre partenarial tripartite, il faut bien garder en tête que on sait que ça prend du temps et que l'évaluation et le suivi du partenariat, ils vont nécessiter la mise en place d'outils de pilotage dédiés. Donc là, c'est une charge de travail à ne pas négliger pour l'accompagnateur, l'accompagnatrice, mais même la structure de manière générale, dans la modélisation budgétaire de cet accompagnement. Donc, on observe aussi que la détection et la sélection des projets, qui sont une autre étape dans l'accompagnement, c'est un autre enjeu fort et c'est désormais Sandy qui va prendre le relais et vous en dire un peu plus. Merci Lucas. Effectivement, donc dans la deuxième partie du guide, on fait ce focus là sur la détection des projets. Alors à la fois en mobilisant un réseau de prescripteurs dédiés à ça, en mobilisant une communication adaptée, une prospection qui peut être active aussi pour aller chercher des projets sur d'autres territoires et des critères de sélection clairs. Donc on défriche tout ça dans cette partie-là du guide.
Et un des enjeux principaux dans tout ce processus de détection et le démarrage, on va dire, de l'accompagnement, c'est celui de l'identification du développeur local, c'est-à-dire la personne qui, ou la structure, ça dépend des modèles, qui va vraiment porter les activités sur le territoire cible d'atterrissage ou d'implantation. Alors pourquoi c'est important et même essentiel et donc pourquoi on fait un focus là-dessus? Ben, c'est parce que on comprend bien que c'est cette personne ou voilà, cette structure qui va incarner le projet sur le territoire et qui va construire le lien avec l'écosystème existant, à la fois les partenaires opérationnels, les autres acteurs de l'ESS, les collectivités locales, les financeurs. C'est cette personne aussi qui est le relais opérationnel de la maison mère ou le visage du réseau national sur le territoire. Et comme tout projet, comme dans tout projet entrepreneurial, le profil du coup de ce développeur ou ce coordinateur, peu importe comment on l'appelle, c'est un élément clé en fait du succès de l'initiative et du fait que ça se passe bien, cette implantation locale. Donc il faut s'assurer vraiment de trouver les bonnes compétences, le savoir-être adapté au projet, au contexte, au métier aussi, mais voilà aussi quelqu'un qui va mettre de l'huile dans les rouages pour que ça se passe bien sur le territoire. On cherche donc souvent le mouton à cinq pattes, hein, enfin, comme beaucoup dans l'ESS, mais qui va pouvoir assurer beaucoup de missions différentes et développer des compétences variées, parler à des interlocuteurs aussi tout aussi variés. Bref, c'est vraiment un défi. Et donc sur ce sujet-là, on a choisi aussi de mettre un petit peu en avant des particularités liées à l'implantation sur ce repérage et cette sélection du développeur local. On a certains réseaux qui lancent des appels à candidature, par exemple, pour essaimer leurs solutions. Donc c'est le cas de Tout en vélo, sur lequel on a fait un focus dans le guide. Cette coopérative nationale, donc ils ont une SIC à l'échelle nationale qui lance des appels à candidature en fait pour identifier des porteurs de projets locaux qui vont être motivés pour développer cette activité de logistique urbaine à vélo en scope. C'est ça l'activité de Tout en vélo. Et dans leur sélection, ce qu'ils nous ont fait remonter donc, dans les entretiens, c'est qu'ils vont être vraiment attentifs à deux grands éléments. Le premier, c'est la posture entrepreneuriale, c'est-à-dire vraiment la capacité de la personne à prendre des risques, à gérer une entreprise. Et c'est là que ça pêche souvent, parce qu'en fait, il faut savoir que quand on est sur un essaimage et donc une implantation, le concept, il est déjà formalisé, c'est vrai, mais c'est quand même au développeur local de pousser les portes, de convaincre ses partenaires de le suivre, de monter le projet, etc. Donc la posture entrepreneuriale, elle reste super importante pour ces projets-là. Et puis le deuxième critère pour Tout en vélo, c'est la volonté de rejoindre un projet coopératif et militant autour du vélo. Donc ça, c'est vraiment dans le cadre de leur métier, mais ça peut s'appliquer à d'autres. C'est vraiment l'idée de valider les valeurs communes, en fait, et voilà, l'appartenance à un réseau, et que ça se soit vraiment bien aligné avant d'aller plus loin. Donc ça, c'est une manière de faire ces appels à candidature. Et on a aussi parfois un rôle important des incubateurs territoriaux du coup que nous sommes dans cette sélection des développeurs locaux. On peut par exemple intervenir en amont du recrutement pour bien définir avec le siège ou avec le réseau la stratégie à mettre en place, identifier le processus de recrutement. Mobiliser le réseau local, c'est là où s'appuyer justement sur une structure locale, ça a vraiment une plus-value pour les réseaux qui sont nationaux de pouvoir diffuser en fait la recherche d'un profil à notre communauté ou à travers des canaux qui vont être intéressants pour le territoire. Et puis les incubateurs territoriaux peuvent aussi intervenir éventuellement au moment du recrutement sur un avis consultatif s'ils connaissent le porteur de projet. Bon, c'est un petit peu en plus, voilà, et pas forcément obligatoire, mais ça peut être intéressant d'échanger aussi là-dessus. Ensuite, une fois que le développeur est sélectionné, l'incubateur local, il est vraiment une connexion en fait entre le siège et le territoire. Il a un rôle, Lucas parlait tout à l'heure du co-accompagnement métier-territoire. On a aussi un petit peu ce co-accompagnement du coup entre le siège
et le territoire local et l'incubateur territorial, il a ce rôle de compagnon qui va rassurer le développeur local, le soutenir, lui permettre de sortir de son isolement, parce que parfois il peut être tout seul sur le territoire et avoir des injonctions du siège, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Mais voilà, l'incubateur territorial est là aussi pour le rassurer, l'accompagner dans les étapes. Et il peut aussi du coup faire remonter d'éventuels dysfonctionnements entre la stratégie qui est pilotée au national et ce qui se passe au local et qui peut mettre en péril l'implantation si on a un développeur qui est complètement épuisé ou le calendrier ne colle pas avec les enjeux du territoire ou alors le modèle est trop rigide, etc. Enfin, voilà, on peut avoir ces points de vigilance à faire remonter et à échanger du coup avec le siège. Attention toutefois, notre rôle n'est pas de se substituer au management voilà, qui va être géré par le réseau. Enfin, après, ça dépend du modèle d'essaimage, mais voilà, on n'est pas non plus responsable légaux des développeurs locaux et on est toujours évidemment au service de l'organisation et du développement du projet sur le territoire. Voilà globalement ce qu'on voulait vous dire sur cette partie-là. Il y a d'autres éléments dans le guide, mais on a fait un focus là-dessus. Et maintenant, on va voir avec Laurence la troisième partie du guide pour faire un focus sur la manière de conforter l'ancrage local de ces projets en implantation. Merci Sandy. Effectivement, on va se pencher donc après avoir abordé les questions de préparation du territoire, de détection et de sélection des projets, on va plutôt se pencher sur l'accompagnement et en particulier l'ancrage local. Et là, le levier qui nous paraissait vraiment essentiel à partager, c'est la coopération. En fait, dans quasiment tous les programmes d'accompagnement, on retrouve un volet mutualisation et coopération. Mais là, ça ne concerne pas seulement les entrepreneurs entre eux, ça nous implique aussi nous, en tant qu'accompagnateurs, dans notre manière de travailler avec tout l'écosystème local, à savoir les réseaux de l'ESS, les acteurs publics, les structures déjà implantées, les financeurs. Parce qu'en fait, c'est bien de connaître son écosystème, mais c'est l'entretien du lien avec cet écosystème qui va faire toute la différence. Parce que ce qui fait qu'on va réussir à ouvrir les portes, à faciliter les mises en relation avec le projet qui arrive, à embarquer le territoire autour du projet qui arrive, c'est la qualité des relations qu'on aura construites en amont. Donc, plus on a un carnet d'adresses vivant, plus on prend des nouvelles, plus on participe à des événements, plus les mises en relation, elles vont devenir naturelles et fluides. Et surtout, on ne va pas donner l'impression de débarquer juste au moment où on a besoin d'aide. Et c'est ça qui va renforcer aussi notre crédibilité. Mais évidemment, ça se construit pas du jour au lendemain et entretenir des liens, c'est très chronophage. Pour, euh, pour gagner en efficacité, on a identifié deux leviers. Le premier levier, c'est de s'appuyer sur nos alumni, qui sont souvent les plus mobilisables sur le territoire et qui vont devenir des vraies ressources locales. Et le deuxième levier, c'est d'avoir une organisation en interne rigoureuse et efficace, comme mutualiser la veille, les informations, les contacts avec des outils adaptés, idéalement un bon CRM. Ça évite, par exemple, que trois collègues appellent la même structure sans se parler. Ça fait gagner du temps. On a aussi identifié d'autres points de vigilance qui sont le risque d'être perçu comme celui qui importe un acteur extérieur qui va concurrencer les acteurs existants. Ça arrive souvent quand on accompagne un projet qui vient du siège, que le territoire a déjà ses propres solutions, ses propres acteurs qui font parfois la même chose. Et dans ce cas-là, notre posture, elle est fondamentale. On doit vraiment arriver en se présentant comme quelqu'un qui veut connaître les besoins du territoire et par la suite présenter le projet. Et c'est aussi important d'insister sur le fait qu'on va veiller à ce que le projet s'intègre dans la chaîne de valeur existante avec les acteurs déjà présents. Et le deuxième point de vigilance qu'on a pu identifier, c'est la surexposition. Si on sollicite toujours les mêmes personnes, on va finir par les lasser, voire perdre de la crédibilité. Et du coup, une manière d'équilibrer tout ça, c'est d'être dans la réciprocité.
On va demander, mais on va aussi donner. Par exemple, on va partager, c'est tout simple, hein, c'est partager une info, relayer une actu, proposer d'aller témoigner sur une table ronde, faire intervenir un entrepreneur. En fait, c'est le donnant-donnant qui va permettre de nourrir la relation et qui va entretenir la confiance dans le temps sans épuiser les relations. Nous, chez Intermed, pour cultiver cette coopération, on anime avec la Ruche Marseille, avec qui on forme un groupement qui s'appelle Concrétisons l'Utopie. On anime une grosse communauté beaucoup plus large que nos seuls incubés. On va y retrouver des porteurs déjà implantés, dont parfois nos alumni, nos coworkers, des collectivités, d'autres réseaux de SS, des formateurs, des financeurs. Bref, on va regrouper tout un écosystème et on va proposer une programmation événementielle très riche autour de thématiques ciblées. Ça peut être des retours d'expérience, des conférences et des témoignages suivis de temps de réflexion, des décryptages d'appels à projets pour les entrepreneurs et qui les encouragent d'ailleurs quand ils sont trop petits à répondre à des appels à projets en consortium. Et aussi, ça va être des moments complètement informels, comme des repas à partager, des apéros, des rencontres intercoworking. Et tout ça, ça permet de créer un terreau fertile et relationnel qui nous permet d'être des accompagnateurs capables de faire les bonnes mises en relation, parce que les liens, ils sont là, ils sont vivants, ils sont entretenus. Et parce que la coopération, ça se prépare et ça s'incarne dans des pratiques simples mais régulières qui prennent du temps et qui sont importantes. Maintenant, je vais passer la parole à Émilie, qui va vous parler des différents parcours d'accompagnement à la plantation qui existent. Merci Laurence. Comme ça, on voulait vous donner de la ressource et puis des programmes aussi d'accompagnement existants. Donc, on va voir juste après sur la slide comme ça suivante, voilà quelques programmes. Donc, on va avoir des programmes qui sont à l'échelle nationale avec des financements, donc où ça lie comme ça et programmes d'accompagnement et financement pour les structures. Donc, on a de l'accompagnement et du financement pour les structures, donc qui est SM par le programme PINS, qui est un programme donc à l'échelle nationale, ou de la Fondation La France s'engage. On a également un accompagnement et du financement à l'implantation de la Fondation La France s'engage. Donc là, comme ça, on voit le distinguo entre le premier qui est de l'accompagnement et financement à l'essaimage, donc réflexion sur les stratégies d'essaimage, mais également quand ils ont identifié un territoire sur lequel ils veulent essaimer, un accompagnement à l'implantation, justement, à la réflexion sur le modèle, sur l'ancrage, au recrutement, par exemple, du porteur de projet sur le territoire. Après, on vous a mis quelques. Alors, c'est pas exhaustif, il y en a d'autres. On verra juste après, il y a la cartographie des programmes et c'est pour vous en donner quelques-uns. On a donc des programmes régionaux. Donc là, c'est des programmes d'accompagnement, pareil, à l'implantation dans certaines structures d'accompagnement régionales ou départementales, certains incubateurs. Donc là, vous pouvez voir, alors que ce soit par le site du KIF, vous avez des interlocuteurs sur les régions et de voir, souvent il y a le côté site internet et puis les programmes d'implantation qui sont notés, qui normalement, voilà, vous les retrouvez programme d'accompagnement à l'implantation. Et spécifique, là, on en a parlé du programme d'accompagnement à l'implantation, mais sur les territoires ruraux, donc porté par le KIF, donc le programme d'accompagnement Les Sentiers, qui est un programme d'accompagnement donc national et annuel. Et vous pouvez retrouver sur le site de l'Avise une cartographie qui est très bien faite avec une page, avec une cartographie comme ça des programmes. Vous allez retrouver justement les programmes qui sont soit nationaux, soit régionaux. Donc là, c'est la cartographie qu'ils ont réalisée. Et en même temps, vous avez l'illustration et le détail sur chacun, sur les critères de sélection, les modalités, le processus, le temps d'accompagnement, le montant des financements voilà, sur chaque programme. Et vous avez donc les programmes qui sont essaimage généraliste, donc tout secteur, toute thématique. Et puis après, vous voyez voilà, certains programmes qui vont être sectoriels. Est-ce
que vous pouvez retrouver donc sur le lien qui est sur la droite de la diapo. Et on voulait vous partager aussi quelques enjeux. Donc là, c'est plutôt enjeux et opportunités sur la ruralité, avant de passer sur le guide. En fait, enjeux et opportunités de la ruralité, c'était pour montrer c'était le partage suite au programme Les Sentiers des enjeux et en même temps opportunités qu'on voyait sur les territoires ruraux. Peut-être vous parler par exemple, de l'attractivité. Il y avait vraiment un partage des structures qui avaient participé au programme Les Sentiers là en 2025 sur la nécessité de prise de confiance, que ce soit pour les personnes ou pour les territoires ruraux. On voyait qu'il y avait ce côté de lutter par exemple contre l'autocensure, pour donner un exemple, lutter contre l'autocensure des jeunes qui n'allaient pas sur certains parcours, programmes ou sur de l'entrepreneuriat, et en même temps d'avoir le côté de connaître et de reconnaître les diversités des territoires ruraux et de l'attractivité différente en fonction voilà, parce que le territoire rural n'est pas forcément, n'a pas les mêmes spécificités. Il y a vraiment divers territoires ruraux en France. Et donc là, il y avait aussi le côté faible densité, voilà, ou autre. Et sur celui-là, il y avait l'enjeu sur cette diapo-là qui était plutôt sur tout ce qui était structuration et de dire que sur les territoires ruraux, on avait souvent un regroupement des services, que ce soit à l'école ou sur les commerces. Donc on avait des personnes qui étaient plus généralistes, mais en même temps qui avaient pas mal de casquettes. Donc quand on les voyait, elles avaient elles proposaient plusieurs services, plusieurs activités, où il y avait aussi le côté élu et technicien. Donc le fait de cet enjeu avec moins d'acteurs spécialisés, quand il faut aller chercher la ressource, le partenaire pour compléter son offre, pour avoir une offre par exemple pour ses bénéficiaires ou ses clients, voilà, de devoir aller trouver ces autres acteurs et les coopérations possibles sur des besoins qui pouvaient être plus spécifiques. Donc là, on avait un enjeu avec en face l'opportunité de la proximité relationnelle aussi qui peut être plus forte. Et puis ce côté de regroupement de services peut aussi apporter une facilité voilà, d'action avec ces structures-là. Et je redonne la parole sur l'évolution, sur le guide des sentiers 2026, évolution du guide. Laurence, je te laisse la parole. Merci, Émilie. Alors, comment ce guide va continuer à vivre l'année prochaine? D'abord, en 2026, on va continuer à le faire circuler, à le valoriser auprès de toute la communauté des accompagnateurs. Concrètement, on va prévoir 2 webinaires d'information, dont un qui est prévu dès le premier trimestre 2026, qui va être ouvert à la communauté élargie de la VISE, à savoir la communauté Résonance, donc le réseau des accompagnateurs nationaux porteurs de programmes d'accompagnement au changement d'échelle de l'ESS, les acteurs du DLA, bref, tous ceux qui travaillent au quotidien sur les questions d'accompagnement et de changement d'échelle. Le deuxième volet, on veut aller un petit peu plus loin dans les apprentissages en croisant nos retours d'expérience avec les retours d'expérience de nos partenaires experts. Par exemple, avec Village Vivant, qui vient de développer une activité de formation et d'accompagnement des collectivités et des entrepreneurs en ruralité. En fait, on se dit que nos enseignements peuvent nourrir leurs ressources et vice-versa. Là, c'est juste un exemple, mais l'idée à développer, mais l'idée, c'est vraiment de créer ce réflexe, de partager ce qu'on apprend avec tout l'écosystème qui travaille sur les mêmes sujets et se laisser nourrir en retour. Dans la même logique, on pourra aussi imaginer que certains contenus du guide viennent alimenter la démarche On fait campagne, qui est une démarche portée par l'Association des maires ruraux de France, Bouge ton coq, Hameaux Léger et INSIT, dont l'objectif est d'aider les communes rurales à passer plus facilement à l'action en leur donnant accès à des solutions concrètes. Par ailleurs, en 2026, on veut aussi transformer ce guide en module de formation, un module implantation au sein des journées de la mallette d'intermède. Les journées de la mallette d'intermède sont des temps dédiés aux accompagnateurs de projets de l'ESS. On va partager, enfin, c'est des temps de formation. On va partager nos pratiques. Ça va être soit sur le plan humain,
comme sur le cadre de l'accompagnement, la posture, soit sur le plan technique, comme accompagner des études de marché, accompagner à réaliser ses projections financières. Et la mallette, c'est vraiment un outil vivant qui se nourrit en continu de nos expériences et nos partages de pratiques. Donc, pour nous, c'est naturel qu'un module consacré à l'accompagnement à la plantation voit le jour en 2026, directement issu de la capitalisation des sentiers, mais aussi de l'expérience des incubateurs qui travaillent déjà sur ces problématiques. Et enfin, on prévoit d'organiser soit nous-mêmes, soit en s'adossant à des événements ou à un événement existant sur la ruralité ou sur l'accompagnement à l'implantation, un temps fort, un rendez-vous communauté des sentiers. Et l'idée, c'est de réunir l'ensemble de l'écosystème des projets accompagnés sur les sentiers sur les années 2024, 2025 et 2026, de les réunir avec les partenaires financiers et les partenaires opérationnels pour partager, s'inspirer et continuer à faire réseau. Et évidemment, si certaines personnes identifient des besoins ou des sujets à creuser, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est aussi comme ça que ce guide continuera à évoluer. Et maintenant, je vais rendre la parole à Lucas, qui va vous parler de la détection pour 2026. Merci Laurence. Mais effectivement, les sentiers continuent en 2026, donc à la fois à l'échelle de cette capitalisation du guide qu'on a envie de continuer à transmettre, qu'on a envie de continuer à explorer, mais aussi dans l'offre d'accompagnement qu'on propose depuis 2024. Depuis 2024, c'est une vingtaine de projets qui ont déjà été accompagnés et on a envie de continuer à déployer cette offre d'accompagnement avec des nouveaux éléments donc, qui pourraient être intéressants pour vous ou intéressants pour vous de partager auprès de vos réseaux, de votre écosystème. Comment ça va se matérialiser en 2026? Une des nouveautés, c'est d'avoir une détection qui est un peu plus au fil de l'eau. On a pas mal abordé durant ce webinaire des enjeux de temporalité d'implantation de projets. Donc, l'idée, c'est de s'adapter au mieux à cette temporalité en adaptant la détection et du coup permettre à des projets de rentrer dans le programme au fil de l'eau. L'objectif, c'est de s'appuyer sur des acteurs de l'écosystème pour identifier des projets qui souhaitent ou qui se posent la question d'un essaimage sur un nouveau territoire et qu'on puisse les intégrer cette réflexion dans le programme des sentiers. Dans ce programme, il y a aussi des temps collectifs qui seront organisés en distanciel, qui vont permettre à la fois d'avoir des apports théoriques sur les stratégies d'essaimage, en tout cas définir la stratégie d'essaimage, délimiter un territoire d'exploration, parce que ce que permet les sentiers, c'est d'aller creuser, défricher, explorer un territoire, mais aussi de pouvoir travailler à plusieurs sur des enjeux communs et transversaux, que ce soit du lien antenne-siège sur la stabilisation du modèle économique et de profiter de cet écosystème des sentiers, cette communauté des sentiers qui va pouvoir se mobiliser via des témoignages ou des retours d'expérience. Une des plus-values du programme d'accompagnement des sentiers, c'est aussi de proposer un accompagnement individuel local. Donc, une fois que le territoire est délimité, de permettre au projet d'avoir un expert, un accompagnateur en local. Donc, ça peut être aussi bien des structures membres du KIF que d'autres structures. Cette année, ça a été le cas. On est allé aussi chercher des personnes ressources qui vont permettre au projet de venir questionner le territoire et de savoir si leur solution peut s'adapter à ce territoire-là, ou en tout cas comment ils pourraient l'adapter pour atterrir sur le territoire. Et ensuite de partager un maximum de ressources dédiées au projet, mais aussi aux accompagnateurs, notamment ce guide et les évolutions qui vont aller avec. Donc, on compte aussi sur vous pour relayer ce message que les sentiers continuent et que on serait ravis
d'accueillir et de recevoir des projets qui s'intéressent à ces enjeux d'implantation sur de nouveaux territoires. Le guide des sentiers, on vous en a donné un petit aperçu. On espère que ça a été clair et agréable à suivre. Évidemment, on a fait sortir des points spécifiques, mais il y en a beaucoup d'autres au sein de ce guide. Donc, on vous invite à aller le découvrir en intégralité. Il est accessible directement en téléchargement depuis le site du KIF. Il suffit de remplir un petit formulaire qui vous permettra de le recevoir ensuite par mail. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter au niveau de l'équipe de coordination sur les différents enjeux qu'on vient de vous proposer. Et on profite de cette fin de webinaire pour remercier aussi les partenaires qui se mobilisent depuis le début des sentiers avec nous. Donc, que ce soit la VISE, la Caisse d'épargne ou la Fondation RTE pour les ruralités, qui sont aussi, au-delà d'être des financeurs, qui sont des partenaires qui nous permettent d'avancer, de délimiter les contours du projet et de comment on peut aller ensemble vers ces objectifs-là. Donc, on les remercie chaleureusement et on reste disponible pour échanger avec vous. Merci à tous et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite.